Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'heure de la FAQ, réponse aux questions que vous m'avez posées sur Instagram après la victoire du Barça éclatante contre les Young Boys de Berne. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de démarrer cette vidéo, sachez que je serai en live sur Twitch ce soir. Club Pro les amis à 21 h, incroyable. On va peut-être probablement faire un tournoi, il me semble, bon un petit tournoi amical. La dernière fois ça s'est passé, c'était assez mitigé, on va dire ça comme ça. On va essayer de faire mieux, je vous le promets, je vous le promets. Donc rendez-vous ce soir 21 h sur Twitch si ça vous intéresse, Club Pro, FIFA 25, c'est magnifique. Donc la FAQ, vous avez été nombreux, nombreuses, probablement aussi, mais surtout nombreux à me poser des questions. Je vous en remercie, évidemment, c'est toujours sympathique de participer. Je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vais essayer de prendre un maximum de questions aussi. Et puis voilà, on va faire ça en freestyle. Je n'ai rien préparé comme d'habitude. Commence avec Arthur qui dit Inigo Martinez plus fort que Van Dijk. Je n'irai peut-être pas jusque là, mais c'est vrai qu'Inigo Martinez est très impressionnant en ce début de saison. Très utile à l'équipe. On va parler, je pense, beaucoup d'Inigo Martinez parce qu'il y a beaucoup de questions sur lui aussi. Bon, peut-être parce que j'avais mis la photo, j'avais mis Inigo Martinez qui fait sa célébration comme ça là. Il y a eu peut-être une influence par rapport à ça. Voilà. J'ai mis la photo, donc on me pose des questions sur Inigo, mais en tout cas, c'est une très belle perf de la part d'Inigo Martinez, très solide depuis le début de la saison, très sous-coté. C'est pas lui qu'on pense directement quand on va dire ouais le Barça ça joue bien depuis le début de la saison, franchement on est trop content. On va penser à des joueurs plus offensifs, on va penser au coach aussi, forcément qui a changé. Mais Inigo Martinez qui a été très décrié la saison dernière, très critiqué. Tout le monde a été critiqué pour le choix d'avoir acheté, d'avoir pris Inigo Martinez. Il est vieux, il n'est plus utile, il ne sait plus jouer au foot s'il est espagnol ou tout ça. Et là, il prouve que finalement, t'as beau être espagnol et vieux, et pourtant tu sais quand même bien jouer au football. Donc très grosse saison pour le moment de la part d'Inigo Martinez. Ça parle des potentiels remplaçants, évidemment, si Christensen, si Ronald Araujo reviennent, tout ça. Alors je ne dis pas que Inigo Martinez a plus de talent que Christensen, plus de talent que Ronald sur le papier, mais en tout cas sur le terrain, Inigo prouve qu'on peut très bien le mettre titulaire et il va répondre présent quoi. Et surtout il est très utile. On en a déjà parlé en ce début de saison, je vous avais dit pendant la pré-saison, je vous avais dit ça m'étonnerait pas que Inigo Martinez ait un rôle très important dans cette équipe du Barça parce que tout simplement il est de par son profil, sa qualité de relance, tout ça, il est ultra utile pour ce Barça là de Hansi Flick. C'est un des seuls défenseurs centraux de l'équipe qui est gaucher. Le seul autre gaucher, bon il y avait Michael Faye, il est parti avec Clément Langlais, on aurait dû le garder peut-être, non je déconne. Mais il est parti, et donc le seul qui reste c'est le petit jeune Andrés Cuenca. Donc c'est un peu léger pour le mettre titulaire et faire tourner avec Inigo Martinez. Donc c'est un peu le seul défenseur central gaucher, et on en a déjà parlé lors des analyses, c'est que Inigo Martinez, la passe qu'il peut faire, qui peut casser des lignes, partir en diagonale en plein milieu du milieu de terrain, toucher un attaquant direct, eh bien s'il avait été droitier, il pourrait pas forcément faire cette passe, tu vois. Donc le fait d'avoir un gaucher, c'est aussi très utile. On a Amine après qui dit Pedri c'est un monstre, Inigo fait taire tout le monde. Bah voilà, c'est un peu ce que je disais au final juste avant, voilà, il a fait taire les critiques. Lamine plus Rafinha, waouh. Puis il y a Ferraille. Ferraille, quel nul. Oui. Pedri est un monstre, effectivement. Pedri, un monstre du football, franchement. Imaginez si on avait écouté certains qu'on l'avait vendu, c'est sûr que ça aurait été un peu tristouné de vendre Pedri. C'est vrai qu'il a été embêté longtemps par les blessures, mais Pedri, ça reste un joueur monumental du football, de par son intelligence, sa justesse technique, sa vista, tout ce que tu veux. Quand il est à 100%, quand il est en forme, quand il joue sur un terrain, c'est toujours un plaisir, quoi. C'est toujours un kiff. Concernant Lamine, bon voilà, hein, on connaît, c'est la continuité de ce qu'il a fait pendant l'Euro, fin de saison dernière. Il a pris une nouvelle dimension, on l'avait dit en début de saison, on l'avait dit même après la finale gagnée par l'Espagne, on avait dit voilà, maintenant Lamine, il est rentré dans une nouvelle dimension. Il a que 17 ans, il est passé de 16 à 17 ans pendant l'Euro. Il a passé une nouvelle dimension encore, même s'il est encore très jeune, mais voilà, on le sent sur le terrain, ça a un peu changé pour lui. Son importance, elle a grandi encore. Il a pris, lui, la confiance, vraiment. Énormément de confiance, j'espère que ça va continuer comme ça, qu'il va se développer, ce sera plus buteur, plus passeur, plus important encore dans le jeu, plus important comme l'a été Messi, mais en fait tout va trop vite pour Lamine, j'ai l'impression. En tout cas tout va très vite, peut-être
Je sais pas si c'est trop vite, mais en tout cas tout va très vite parce que Messi à l'âge qu'a Lamine là actuellement, et alors j'en ai pas envie de comparer Lamine et tout ça, c'est pas le même style de joueur, même à leur début Messi avait pas les mêmes caractéristiques, puis Messi c'est Messi quoi, mais c'est vrai que bon ils sont un peu comparés gaucher, voilà Barça, Masia, tout ça. Messi là, il a eu cette intelligence de jeu et il a fait le jeu beaucoup plus tard. Beaucoup plus quand il était beaucoup plus âgé, on va dire. Dans un premier temps, Messi c'était un dribbleur, c'était même pas forcément un finisseur au tout début de sa carrière, hein. Il marquait quelques buts évidemment, mais évidemment que des fois il faisait le jeu, il avait toujours cette vista, tout ça, mais il n'avait pas cette intelligence de jeu, cette maturité en tout cas dans le jeu pour prendre le jeu à son compte et faire le jeu de l'équipe quoi. Ça a été beaucoup plus tard, et là Lamine Yamal, on a l'impression qu'il peut déjà le faire alors qu'il a à peine 17 ans. Donc c'est trop, ça veut pas dire que Lamine va être plus fort que Messi, ou voilà, comme je l'ai dit, Messi c'est Messi, ça reste n'importe quoi, c'est inhumain ce qu'a fait Messi dans sa carrière, mais voilà, c'est fort, c'est très fort ce qu'il est en train de faire Lamine. Et Rafinha, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit hier, hein. Bon, je sais pas si beaucoup de monde ont vu l'analyse hier, mais j'ai dit, pour ceux qui l'ont vu en tout cas, j'ai dit Rafinha, c'est un peu le phénix, il renaît de ses cendres depuis le début de la saison. Bah là c'est un peu une erreur de ma part parce que pour le coup, il a commencé à renaître, on va dire, de ses cendres et vraiment être très bon à partir de la saison dernière en soi. Parce que rappelez-vous le match aller et retour contre le PSG, Rafinha est l'homme du match sur les deux matchs, et la fin de saison que fait Rafinha, elle est monstrueuse. Et ça correspond au moment où il a été replacé dans l'axe en fait, comme un joueur plus axial à ce moment-là. Et ça c'était soit le match du PSG, soit un petit peu juste avant, il me semble, quand on a aligné Lamine Yamal à droite, Lewandowski dans l'axe et Rafinha en ailier gauche là, comme actuellement, qui rentre un petit peu dans l'axe. Là la nouveauté c'est que le Barça joue beaucoup mieux déjà, jeu plus vertical et qui correspond encore plus au jeu de Rafinha peut-être, donc bah, il est encore plus fort que la saison dernière. Mais il y a eu cette petite renaissance, en tout cas, elle a démarré un petit peu la saison dernière et pas vraiment en début de saison non plus. Faut rendre à César ce qui est à César. Ensuite, on a Mobala Godoult qui dit « Salut Café, ne crois-tu pas, salut, que le score aurait dû être plus lourd vu que chaque but compte dans ce nouveau format de Ligue des Champions ?» Oui, peut-être. Après, le format, ok, là, il y a plus de matchs, donc la saison est très longue. Et je pense que moi, je préfère voir un Barça qui gagne que 5-0. Putain, un temps on aurait pu gagner peut-être 1 ou 2-0. Là, 5-0, franchement, moi je vais pas me plaindre du tout. Loin de là. 5-0, c'est plutôt un bon score, sachant qu'en deuxième mi-temps, on a vraiment levé le pied et qu'on a fait tourner, on a fait rentrer un mec comme Andrés Cuenca à la fin. On a fait jouer Ansu Fati et Frenkie de Jong qui sont revenus de blessure après des mois et des mois de blessure, surtout pour Frenkie de Jong. Donc il y a eu des retours des blessés, il y a eu des jeunes qui ont démarré, il y a Hector Ford qui est rentré. C'était pas un match en mode vas-y, on met tous les joueurs et on essaie de les écraser 10-0. C'est pas le but non plus. Le but c'est d'être à l'aise. 5-0 c'est franchement très bien. Et en plus de ça, on a fait un peu souffler certains, tu vois. On a fait sortir Lamine Yamal et Robert, je crois, à la 60e. Moi, je trouve que c'est positif. On a parlé de la gestion du coach. Je pense que la gestion, elle est bonne. Et je pense pas que les joueurs, fallait qu'ils se tuent dans les efforts, on va dire, pour aller chercher un ou deux buts de plus, juste pour ça, pour Alors, je sais, oui, chaque but compte, comme tu dis, le goal average, il peut être important. Soit, je préfère gagner 5-0 seulement, on va dire, et avoir des joueurs plutôt en forme pour toute la saison, plutôt que avoir des joueurs qui sont fatigués, quoi, ou potentiellement blessés. Je préfère. Il y a le goal average, c'est important, mais si tu fais souffler tes joueurs, tu pourras peut-être plus facilement aller gagner des matchs plutôt que juste goal average, tu vois. Si tu fais souffler tes joueurs et grâce à cette rotation-là, ils sont en forme face au Bayern et qu'on gagne contre le Bayern dans quelques semaines, c'est bien, c'est positif, tu vois. Qu'on ait un goal average monstrueux ou pas, l'objectif premier c'est de gagner les matchs déjà, gagner un maximum de matchs, et pour ça il faut faire souffler les joueurs. Ensuite on a Medjo51 qui dit avec le retour de Frenkie, tu mets qui en double pivot vu que Casado semble titulaire en 6. Pour le double pivot on en a déjà discuté les gars. Le retour de Frenkie, ouais bah déjà information, ça je l'ai dit donc dans le débrief ou même si je l'ai dit dans l'analyse, mais j'avais dit dans le débrief à chaud. Frenkie de Jong quand il est rentré déjà, information, il n'est pas rentré en tant que 6. On avait vu Garcia quand il rentrait sur le terrain et que Casado restait sur le terrain, c'est Garcia qui jouait en 6. On avait vu donc Bernal, quand Bernal était là et que Casado jouait en même temps, c'était Bernal en 6. Alors que Bernal de base est formé comme milieu plus offensif. Donc on m'a dit oui mais Frenkie c'est normal qu'il joue pas en 6, ce n'est pas un 6. Bah, on peut dire que pareil pour Bernal du coup. C'est pareil pour Bernal qui est pas forcément un pur 6 non plus. Alors que Casado
en est un pour le coup de formation. Donc Frenchie c'était un peu pareil, moi je me suis dit ça se trouve Frenchie du coup vu que Bernal est installé là et je trouvais que Bernal avait grossièrement un peu le même profil que Frenchie, plus en tout cas un profil à la Frenchie qu'un profil à la Casado ou un mec comme ça. Donc moi je m'étais dit peut-être que Frenchie va jouer en 6. Et là ce qu'on a vu sur le terrain c'est pas du tout ça, c'est un Frenchie beaucoup plus haut, enfin beaucoup plus haut, au poste de Pedri, donc un poste un petit peu qui le gars va redescendre en phase de construction pour apporter un petit soutien, mais après en phase d'attaque il va jouer un petit peu plus haut sur le terrain, un peu plus offensif quoi. Donc je pense que Frenchie sera utilisé plus en 8 on va dire, en milieu intérieur tu vois. Donc avec le retour de Frenchie, ben écoutez, si Frenchie ne joue pas en 6 et qu'on doit jouer avec un 6, ben, je mettrai Casado en 6 déjà, tout simplement. Et puis Frenchie, moi personnellement, même un Frenchie à 100%, je ne le fais pas passer devant un Pedri à 100% évidemment, c'est un Pedri, si c'est un Pedri sur une jambe, voilà, mais Pedri titulaire indiscutable. Et puis après, si on a le choix entre Olmo, Gavi, même Pedri, bon après ça sera des choix de riches comme on dit, mais et tant mieux pour nous en soi. Ça sera difficile pour le coach, ça va être un casse-tête. Mais en soi, j'aime beaucoup le profil de Dani Olmo personnellement. Maintenant, est-ce que Gavi peut jouer lui seul en 6 à la place de Casado? Est-ce que Frenchie peut jouer un peu partout? Peut-être que oui aussi, donc il y aura des rotations. J'ai pas envie de donner un milieu type, tu vois, vraiment titulaire indiscutable, le milieu ça sera ça, parce que je pense qu'on va pouvoir avoir énormément de choix quand vraiment tout le monde sera là évidemment, s'il n'y a pas de blessés entre temps, et ça sera vraiment positif. Franchement je trouve que c'est très positif et j'ai hâte de voir ça. Ensuite il y a William qui dit depuis le début de la saison, Koundé fait partie des cadres du Barça. Ouais grave. Il y a eu des votes, je sais plus, j'ai plus en tête les votes pour les capitaines là, mais Koundé était bien placé je crois quand même. Et c'est pas pour rien, Koundé c'est un monstre de professionnalisme, on en a déjà parlé aussi, peut-être en live, peut-être en vidéo, je ne sais plus. Mais Koundé ouais, il montre l'exemple, à travailler constamment après les matchs, aller à la salle et jamais s'arrêter quoi. Donc ça c'est déjà, ça te montre l'exemple pour les plus jeunes on va dire, pour tout le monde. Et puis on le voit au début de match ou au début de deuxième mi-temps, vous savez, il y a les joueurs qui se rejoignent, qui ont des discours. Alors Inigo Martinez qui parle beaucoup, on sait, on connaît un petit peu, pour ceux qui connaissent un petit peu Inigo Martinez, ou même quand on le voit directement, on voit que c'est un leader de toute façon direct, c'est assez clair. Koundé c'est pas forcément évident, le fait que ça soit un leader, tu vois qu'il a moins de caractère peut-être, pas forcément de caractère, mais sa présence elle l'impose moins qu'un Inigo Martinez qui va direct être, tu vois, tu vas sentir, il va te gueuler dessus quoi. Koundé c'est un mec un peu plus discret on va dire, mais il n'empêche qu'on le voit parler, avec les joueurs. Il y a Lewandowski qui parle aussi, hein, je vais pas tous les faire, mais il y a Lewandowski, il y a Inigo Martinez généralement, et peut-être d'autres, mais je pense qu'il y a un peu tout le monde qui prend la parole, Rafinha aussi évidemment. Il y en a plusieurs qui prennent la parole et on voit souvent Koundé dire quelques mots, tu vois, des fois. Donc ça prouve que oui, c'est un cadre du vestiaire, et ouais, début de saison monstre. C'est top pour lui. Franchement, on a déjà parlé beaucoup de Koundé, mais top du top la saison de Koundé. Ensuite, il n'y a pas de panique à bord qui dit le goal average est trop important dans un championnat, on aurait dû faire plus. Franchement, les gars, je vois qu'il y en a pas mal qui parlent de ça, ou pas mal qui disent on aurait dû mettre plus de buts et tout. On commence à se plaindre d'un 5-0, sérieusement. Alors moi, c'est pas pour vous critiquer, les gars, hein. Pensez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais les gars, on va sérieusement se plaindre d'avoir gagné 5-0. Je sais que peut-être, oui, le goal average est important. On a vu le Real perdre 1-0 contre Lille et on a vu le Bayern Munich perdre 1-0 contre Aston Villa. On a vu qui d'autre, l'Atlético se faire déchirer par Benfica, je crois. On en a vu des résultats. Alors, toutes ces questions-là, elles sont avant ces matchs-là. Posez-vous la question. Est-ce que vous poseriez la même question concernant le goal average avant de savoir les résultats ou après de savoir les résultats du Bayern, du Real et tout ça? Est-ce que vous auriez posé la même question? Je ne sais pas. Mais tu t'appelles pas de panique à bord et tu me parles de goal average, c'est important, on aurait dû faire plus. Frérot, pas de panique. Pas de panique. Ensuite, Ayam Bacchus qui dit Lamine, j'ai l'impression qu'il a interdiction de trop dribbler, surtout avant le break. Enfin, ouais, après du coup. Ouais, il y a eu une mi-temps où il a dribblé, il en a fait beaucoup quand même. Beaucoup de dribblés, beaucoup de provocations, tout ça. On sait que ça peut être dangereux, on a commencé à sentir les adversaires un petit peu énervés envers lui. Et puis après, au retour des vestiaires, on l'a senti un petit peu, il s'est calmé. Peut-être que le coach lui a dit calma frérot, t'enflamme pas, tu vas te faire découper, tu vas prendre un mauvais coup et tu vas potentiellement te blesser, donc calme le jeu un peu. C'est pas plus mal. Maintenant, c'est vrai que on a souvent tendance à dire il faut pas bloquer les artistes, enfin les freiner.
leur laisser un peu de liberté, mais il faut faire attention aussi, quoi. Faut faire attention parce qu'à tout moment, les mecs, ils commencent à le prendre mal, à être énervés, et t'as un tacle qui arrive. Alors, il y a eu rien, il y a pas eu vraiment de choses de tacle ou quoi agressif envers Lamine. C'était des poussettes, des trucs comme ça. C'était pas un crampon en avant, un truc hyper dangereux, je crois pas. Hein. Je semble pas avoir vu un truc comme ça, mais on sait jamais. Il faut faire attention, faut pas trop en faire non plus. C'est un match de Ligue des Champions contre les Young Boys. Ils étaient mauvais, on était bien au-dessus, on gagnait largement, pas besoin d'en faire des caisses non plus et dribbler, essayer de les humilier à fond non plus, quoi. C'est marrant, mais un petit peu, quoi. Faut pas dépasser la limite pour pas manquer de respect, non, parce que ce serait arrêter de jouer, ça serait aussi un manque de respect envers l'adversaire, mais quand même, il peut y avoir une limite à ne pas franchir pour justement éviter la dinguerie et les blessures. Ensuite, il y a Yanis qui dit: tu sens pas une vraie connexion entre Rafinha et Lamine? Alors, est-ce que c'est une question, est-ce que tu sens qu'il y a une vraie connexion, ou est-ce que c'est vraiment il n'y a pas de connexion entre Rafinha et Lamine? Je ne comprends pas ta question. Je pense que tu veux dire qu'il y a une connexion entre Rafinha et Lamine. C'était une question intéressante parce que la saison dernière, on sentait rien du tout. Vraiment, Rafinha, quand il a joué, parce que la saison dernière, je crois qu'il a joué aussi par moment côté Lamine Yamal, il me semble. Et justement, ce qu'on disait, c'était que ça ne fonctionnait pas du tout. Parce que Rafinha avait été testé la saison dernière aussi, oui, en milieu, hein, si je ne m'abuse. Alors, je ne saurais pas dire le match, mais c'est arrivé, ou en tout cas, peut-être en cours de match, qu'on ait un Rafinha qui joue milieu intérieur droit. Et ça fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas entre Rafinha et Lamine, parce que justement, on disait, Rafinha, il a l'habitude de jouer un peu seul sur son côté, donc il oubliait un peu Lamine Yamal. Il y en avait qui disaient, hein, d'ailleurs, dans les FAQ, ça posait des questions dans les commentaires, tout ça, qui disaient, Rafinha, il abuse, il joue pas avec Lamine Yamal. Et là, ça a changé. Donc, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que entre temps ils se sont connectés, ils ont trouvé le Bluetooth, sont connectés entre eux? Je sais pas. C'est la forme des joueurs qui a changé, surtout celle de Rafinha. Est-ce que c'est le système, l'animation, la manière de jouer qui a changé? Peut-être un peu de tout ça, mais c'est vrai que ça fonctionne bien, là. Ça fonctionne bien. Je l'ai montré dans l'analyse hier. Rafinha, il a énormément taffé pour Lamine Yamal aussi, par ses appels, tout ça. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, question de Gerbi Mahmoud qui dit: Hector Ford doit absolument jouer pour faire souffler les centraux. Bon, c'est pas une question évidemment, mais bon, mais compris. Ouais, Hector Ford, il a fait une bonne rentrée, hein, je trouve. Hein. Après, je sais pas si Hector Ford peut jouer les matchs en entier, titulaire, tout ça, parce que j'ai déjà parlé de sa condition physique, je sais pas trop. C'est assez flou tout ça pour moi, mais parce qu'à chaque fois je le vois jouer, j'ai l'impression qu'il est fatigué rapidement. Mais en tout cas, il a fait une bonne rentrée, j'ai trouvé. Alors, je crois qu'il y en a certains qui ont pas trop aimé l'entrée d'Hector Ford, mais franchement, moi, j'ai trouvé plutôt positive. J'ai trouvé intéressant. Maintenant, le niveau en face n'était pas exceptionnel, mais c'est pas très grave. Il a eu un peu de taf à faire défensivement. Défensivement, il n'était pas aussi serein qu'un Koundé, c'est évident. C'est Hector Ford, il joue pas très souvent, il a 17 ans, 18 ans. C'est pas un mec d'expérience non plus, qui joue très souvent. Mais en tout cas, il est rentré et je trouve qu'il a été plutôt à l'aise, plutôt en confiance. Il a pressé très haut, ce qu'on demande aussi aux latéraux. Hein. On a déjà vu ça aussi en analyse. Souvent, le latéral va presser le latéral adverse et c'est le défenseur central qui presse l'ailier sur le côté. Donc ça, c'est aussi assez osé comme pressing et il faut être sûr de soi, il faut avoir confiance en soi aussi pour les joueurs qui font ça parce que c'est pressé très très haut et si tu te rates, il faut faire un retour défensif très très long, très très loin, bref. Donc c'est pas évident, mais j'ai trouvé qu'il a fait une bonne entrée. Donc pourquoi pas le voir un petit peu plus souvent? Oui, ça serait pas mal. Surtout quand tu vois les entrées de Gérard Martin et tu vois l'entrée d'Hector Ford à côté, quand même, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Ensuite, on a Sané qui dit: Baldé a fait un meilleur match, non? Ouais, j'ai trouvé Baldé assez intéressant. Dans son match. Il a essayé de passer. Bon, c'est toujours des centres un peu aléatoires, hein, évidemment. Parce qu'il essaie de passer et il fait un centre, on dirait qu'il centre pour centrer, Baldé. C'est ça le problème. Parce qu'il va dribbler, il va percuter, il va essayer de passer son vis-à-vis. Et souvent, il est passé. C'était pas évident parce qu'il se faisait accrocher. À chaque fois, il y avait des fautes, des fois pas compter sur lui, mais bon, classique. Donc c'était pas évident, c'était un sacré duel qu'il avait. Mais il arrivait quand même souvent à passer, soit il passait, soit il y avait faute sur lui, quoi. Mais quand il passait, après il centre, et souvent ces centres, c'est des chandelles, quoi. C'est pas un centre vraiment puissant dans une zone dangereuse, c'est vraiment un centre, voilà, j'ai centré les gars, démerdez-vous. Et ça, je trouve ça dommage. Il faut vraiment qu'il travaille là-dessus, quoi. Vraiment. Mais après, dans l'ensemble, j'ai trouvé son match intéressant en termes de déplacement, d'appel, de proposition. Il s'est proposé souvent. C'était intéressant. Je crois que j'ai une question dans le lot. Mais je sais plus qui les gars, donc je vais pas pouvoir donner le nom de celui qui a posé la question. J'ai trop de questions là, je la trouve pas. Mais en gros, on me posait la question: pourquoi Koubarsi ne fait pas ignorer les appels de Baldé
tout ça. Alors c'est pas forcément le cas, c'est pas question que Cubarsí a ignoré les appels de Baldé, les gars. Il y a souvent des appels, regardez les appels de Rafinha, il fait constamment des appels, on lui passe pas la balle. Ferran Torres fait constamment des appels, on lui passe pas la balle. Oui, je sais. Mais Lamine Yamal, des fois il va faire des appels, on lui passe pas la balle. Koundé, je l'ai montré dans l'analyse, à un moment il fait un appel, Cubarsí lui donne pas la balle. C'est comme ça. Il y a le défenseur, il sent ou pas qu'il faut faire la passe, il va faire la passe. Si un appel, il sent que c'est trop, vas-y, non, on va calmer le jeu, il lui fera pas la passe. À un moment, il y a Inigo qui a la balle. Baldé, il fait un appel. Bah, Inigo, après, il lui dit non, calme, et il fait tourner, tu vois. C'est comme ça. C'est pas contre lui, c'est pas... Voilà. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il propose. La plupart des joueurs qui font des appels, les amis, ils vont recevoir la balle une fois sur 5 ou 6 peut-être. Parce que c'est ça aussi le jeu. Le jeu sans ballon, c'est qu'il faut faire des appels pour libérer aussi ses coéquipiers. Pas uniquement pour recevoir la balle, mais déjà pour libérer ses coéquipiers. Au cas où tu demandes la balle quand même et peut-être que tu vas la recevoir. Mais dans un premier temps, c'est pour libérer de l'espace et créer un peu du désordre chez l'adversaire, quoi. Dans la défense adverse. Il faut que les joueurs ils bougent un petit peu, il faut faire bouger un peu ce bloc et c'est les appels, les mouvements des joueurs qui font ça. Donc les appels, ils sont pas tout le temps servis mais c'est comme ça, il faut les faire quand même. C'est ça qu'il faut aussi arriver, c'est pour ça que Baldé des fois je trouvais qu'il faisait pas assez d'appels. Parce qu'on avait l'impression qu'il savait qu'il allait pas avoir le ballon donc il fait pas d'appel. Mais il faut justement faire les appels constamment, il faut faire tout le temps les appels pour te proposer. Et quand tu recevras la balle, là il faudra faire la différence. Mais sinon, on aura libéré de l'espace pour tes coéquipiers. Et c'est quelque chose de positif, de très important aussi. Bah tiens, je viens juste de tomber sur la question justement. C'est Abdoulaziz qui a dit que Baldé a été un peu ignoré par Cubarsí. Donc bon, j'ai répondu mais voilà. Dernière question de la vidéo de Maldi qui dit: l'enchaînement du Bayern et du Classico sera-t-il la semaine la plus importante de la saison? Bonne question, c'est possible? Franchement, c'est possible. C'est difficile à dire comme ça. Est-ce que ça va être la semaine la plus importante? Je sais pas. Ou la plus décisive. Mais en tout cas, ça sera la semaine qui nous donnera déjà énormément de réponses. Et évidemment que ça va être très important pour la saison parce que c'est une confrontation directe avec le Real Madrid. On a vu la saison dernière en Liga qu'on a perdu nos confrontations directes avec les meilleures équipes de Liga. On a perdu les 2 matchs contre Girone. On a perdu les 2 Clasico. Ce qui a fait la différence en fin de saison. Au final, on a fini à quelques points du Real Madrid, mais il n'y avait pas une énorme différence. Si on avait gagné les matchs contre le Real, on aurait peut-être été premier et peut-être été champion de Liga. Ça s'est joué à des détails, on va dire. Des ballons rentrés qui ne sont pas comptés, des choses comme ça. Calmez-vous. Mais donc oui, le match contre le Real Madrid sera important, ça c'est sûr. Je ne sais pas s'il va changer toute la saison, évidemment, mais ce sont des matchs comme ça, à confrontation directe avec nos rivaux. Ça nous permettrait de prendre plus d'avance sur eux au championnat. Et puis après, le Bayern, c'est pareil. Le Bayern, c'est un concurrent direct. On a perdu notre premier match, on a gagné notre deuxième match. Le Bayern, ils ont gagné leur premier match 9-2. Et ils ont perdu leur deuxième match 1-0 contre Aston Villa. Donc là, on a le même nombre de points. Au goal average, ils ont de l'avance. Mais on a le même nombre de points. Donc le prochain match de Ligue des Champions, c'est le Bayern. Donc c'est pareil. Le Bayern, si on les bat, eh bien on passe devant eux, dans un premier temps. On verra après la suite, on aura d'autres matchs compliqués. On aura le Benfica, Dortmund. Ça va pas être des adversaires évidents non plus. Mais oui, donc ça peut être des confrontations très importantes pour la suite des compétitions. Liga et Ligue des Champions, mais aussi, en plus de ça, ça nous permettra de voir vraiment si l'équipe est au-dessus cette saison. J'espère qu'il y aura le retour des blessés, parce que évidemment jouer ces matchs-là avec une équipe B, c'est compliqué. Mais si on a un retour plus en forme déjà de Frenkie de Jong, d'Ansu Fati, déjà ça nous apportera des solutions. Un retour aussi de Dani Olmo. On sait que Dani Olmo, c'est 3 matchs, 3 buts, je crois, ou un truc comme ça. Donc, il sera forcément utile. Et un retour de Fermin Lopez qui, aussi dans la rotation, va être très utile pour faire souffler certains joueurs. Et évidemment que, déjà, si on bat ces deux équipes, ça va nous donner une indication vraiment du niveau de cette équipe, de ce Barça, face à des gros. Il y en a, ils disent ça. Ils disent, ouais, mais attendez de jouer contre des grosses équipes, tout ça. Bon, on a joué contre Girone. Franchement, on a montré qu'on n'était plus le Barça de la saison dernière. On les a tapés chez eux. On a joué quand même des matchs pas évidents cette saison. Et pour le moment, il n'y a pas eu de gros matchs, grosses affiches. Évidemment qu'un Classico Bayern, un enchaînement Classico Bayern, enfin Bayern Classico, là on peut parler de gros matchs. Et si on passe ces deux matchs-là, la tête haute, on va dire, pas forcément de victoire parce que ça va être compliqué, selon si on a des blessés entre-temps, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais si on a une bonne équipe et qu'on arrive à battre ces deux gros, on pourra dire que le Barça, franchement, c'est solide cette saison et qu'on peut s'attendre à de belles choses. Ça nous donnera une bonne indication en fait pour la suite de la saison. C'est surtout ça. On se retrouve probablement demain, les amis, pour l'avant-match, je dirais, contre Alaves, il me semble bien. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour le live si vous êtes là.